Hello à tous, bonjour. L'univers Mildred continue. Alors, ce soir en présentiel, j'ai la chance et le plaisir surtout de réinterviewer sur un sujet qu'on a décidé ensemble, Régis Grouard. Donc Régis est énergéticien, médium guérisseur, formateur en harmonisation émotionnelle. Si vous voulez voir plus de détails sur ce qu'il fait, sa présentation, il y a une interview qui a été faite, donc il y a 3 semaines maintenant, vous irez voir sur, on vous donnera les infos. Salut Brigitte, c'est cool. Voilà, donc ce soir on avait envie d'échanger sur la prise de pouvoir. Donc on s'est connecté, Régis est venu dans le sud de la France, donc j'ai la chance de la voir là en chair et en os. Et en échangeant il y a quelques jours sur des thématiques, sur toutes les petites conversations qu'on peut faire, j'avais envie vraiment d'avoir son avis, son regard, son expérience aussi, en tant qu'homme, en tant que peut-être aussi parfois patient, enfin voilà, quand on va se transformer chez des thérapeutes, et puis en tant que thérapeute lui-même, accompagnant sur la prise de pouvoir. Donc, on va commencer par, toi tu voulais parler de ta propre expérience par rapport à ça, ton cheminement. Ouais, c'est comme ça que ça a commencé. Sur On le va pouvoir. t'obliger, je te coupe, de parler un peu plus fort parce Ouais, que... c'est comme ça que ça a commencé. En fait, quand j'ai commencé mon parcours, évidemment, j'ai pas fait un bac médium guérisseur. Donc, faudrait l'inventer. voilà, ce serait bien le jour où il y a Bientôt. voilà, il y a une première médium guérisseur et une terminale, ça, le monde aura changé. Ouais. Et en fait, j'ai eu personnellement mon chemin. Il y a des gens qui naissent avec des capacités qui sont ouvertes, avec des pouvoirs qui sont ouverts. Moi, il a fallu que je les gagne. Et il a fallu que je résolve beaucoup de choses. Et dans mon cheminement, ça m'a beaucoup appris parce que j'avais une thérapeute qui mettait ses mains dans mon aura et qui me disait ce qu'elle voyait. Et il a fallu 2 ans de réalignement, entre autres, de la notion de pouvoir. C'est-à-dire de ne pas d'arrêter de donner mon pouvoir, de récupérer mon pouvoir et de ne pas avoir peur de le récupérer. Et je voyais donc mes comportements de l'époque, comment je me comportais, et je voyais aussi surtout pourquoi est-ce que j'avais peur de donner mon pouvoir, d'où est-ce que ça venait. Évidemment, les racines sont énormément karmiques, j'avais énormément de vies. Je me souviens, elle m'avait dit, tu as 5-6 vies où tu étais gardien de porte. Donc imaginez des temples en Grèce et le mec qui est planté là toute la journée comme une potiche. Ben ça, c'est un exemple d'avoir aucun pouvoir dans la vie. Et en fait, l'idée de pouvoir, à chaque fois qu'on traite d'un sujet, que ce soit le pouvoir, l'abandon, peu importe, c'est une énergie qui peut s'exprimer de plein de façons différentes. Ce qui compte, c'est pas l'orchestration, c'est l'étiquette qu'on met dessus. Et donc le manque de pouvoir peut avoir, ou l'abus de pouvoir, ou le thème du pouvoir peut avoir beaucoup de formes différentes. Donc moi, en l'occurrence, et puis évidemment, quand on est la plupart des thérapeutes, surtout en énergétique, si on a vraiment un appel, et que c'est vraiment, notre âme est vraiment destinée à faire ça, c'est probablement qu'on a fait ça dans beaucoup de vies avant. Et évidemment, il y a quelques siècles, quand on avait choisi ce chemin, on finissait souvent sur un barbecue, ou écartelé, ou voilà, peu importe, lors de l'Inquisition ou bien avant. Donc forcément, notre âme garde souvent des stigmates et des peurs de se reconnecter à son pouvoir, parce qu'elle s'est dit, attends, la dernière fois que je me suis connecté à mon pouvoir, ça a mal fini, cette fois-ci, vous ne m'y reprenez pas. Donc en fait, elle se censure, et il y a beaucoup de canaux qui ne sont pas ouverts. Elle se cache. Elle se cache et voilà, elle est morte de trouille parce qu'elle se souvient, pour elle, il y a 500 ans, c'était hier au niveau de l'âme. Donc il y a beaucoup de choses souvent à résoudre pour pouvoir récupérer son pouvoir. Et donc ça va parler, je pense, à beaucoup de thérapeutes qui veulent... C'était une conversation par rapport à ça, justement. Oui, mais voilà. Beaucoup entre thérapeutes, on va dire. Mais voilà, et en effet, c'est souvent un des éléments qui bloque le plus l'acquisition, le développement et de dons. Mais là, pour notre conversation, on va utiliser le mot pouvoir, même si ça peut avoir une connotation un peu égotique. Oui. Mais... Après, en langue des oiseaux, j'aime bien cette idée de... Enfin bon, on reviendra plus tard dessus, parce que sinon je vais m'embrouiller après. Donc c'est important, et d'ailleurs c'est pour ça que pendant mes formations,
je fais un soin énergétique collectif, entre autres, pour pouvoir enlever ce qui est enlevable à ce jour-là au niveau de ce genre de blocage. D'accord. Karmique, voilà, pour toutes les vies passées qui sont un peu traumatiques à ce niveau-là, pour qu'il y ait le moins de freins possible. Donc toi, tu as travaillé ça pendant 2 ans, Alors, pas uniquement, j'imagine. Moi, j'avais cette notion-là, oui, voilà, pendant 2 ans fortement, jusqu'à ce que ma capacité puisse s'ouvrir. D'accord. Pour que cette notion de pouvoir soit suffisamment alignée pour que ma structure puisse de nouveau retrouver. Et après, ça a continué à évoluer. Mais j'avais pas. Personnellement, à 3 ans, ma mère s'est branchée sur moi énergétiquement, sur mon premier chakra. C'est quelque chose que je retrouve en séance régulièrement. Le chakra racine. Le chakra racine, c'est comme un viol énergétique. Il y a beaucoup de gens qui se branchent sur d'autres. C'est une prise de pouvoir totale. Consciemment ou inconsciemment? Alors, c'est totalement inconscient, même si au niveau de l'âme, c'est autorisé. Parce que l'enfant sait qu'il va avoir à travailler cette problématique, donc va mettre une orchestration qui va le mettre en position de le travailler. Et la mère ou la personne qui fait ça, elle aussi, elle sait très bien qu'elle est là aussi pour aider l'enfant à travailler là-dessus. Donc en fait, c'est toujours qu'une orchestration, c'est toujours décidé avant, sur un certain plan. Donc c'est le premier truc, moi je me souviens, le premier travail énergétique que j'ai fait, c'est cette séance, c'est ça qui a été fait, parce que on m'a dit, il ne peut rien se passer, vu qu'on s'est branché sur toi, tu t'es complètement fermé, donc il n'y a plus rien qui passait, c'est comme une protection. Donc il fallait, le première étape pour reprendre mon pouvoir, c'était d'arrêter, d'enlever, c'est un peu comme quand si vous vous branchez sur le compteur du voisin pour prendre l'électricité et l'eau et tout ça. Si le voisin veut reprendre son autonomie, il faut qu'il débranche tout ça. C'est le premier truc à faire. Donc moi, c'est ce qui a été fait. Donc toi, en premier, c'était vraiment reprendre ton pouvoir. Donc moi, c'était vraiment central, très central. Et je le voyais dans mes comportements. Je donnais mon pouvoir aux autres. D'accord. Je demandais une validation à tout le monde. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est un signe très important de voir comment on est au niveau du pouvoir. Est-ce que quand il y a un problème, quand on a un problème... quel que soit dans la vie, relationnel, amoureux, au niveau du boulot, est-ce qu'on appelle les potes, les copains, les copines, et on se dit oh, il se passe ça, qu'est-ce que je dois faire? Ouais. Ça, c'est une preuve que tu donnes ton pouvoir, en fait, un petit peu en glanant comme ça les infos. C'est-à-dire, ce sont les autres on donne les clés de notre vie aux autres. Qu'est-ce que je dois faire? Tu crois que je dois faire ça? Ok, d'accord. Je vais faire ça alors. D'accord. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit. Mais toi, qu'est-ce que tu penses? Mais moi, je sais pas, il m'a dit. Plus de pouvoir. C'est terminé. Donc ça c'est un signe très très important. Et d'ailleurs, quand on voit la vie des gens actuellement, la plupart des gens, c'est vraiment un thème central dans le monde. L'humanité doit reprendre son pouvoir. Et évidemment, ce qui se passe à l'échelle des individus se projette à l'échelle de la communauté et de la société. Donc en fait, le monde tel que l'on le vit aujourd'hui exprime ce que chaque individu, en général, est en train de vivre. On revient à microcosme, macrocosme. Ce n'est qu'un effet miroir, voilà. Exactement. Bon, là, on est en plein dans la thématique en plus avec ce qui se passe. Nous, avec on ce qui se passe ça à la fin, certainement. Mais, ouais. Je pense que c'est pas mal. Ok. Donc, du coup, toi, ça a été ton premier travail et c'était en lien, tu mets ça en lien avec cette difficulté à récupérer ton don aussi. On avait abordé dans la première interview quand même. Moi, j'ai beaucoup travaillé, c'est pas venu comme ça, parce que j'avais fait beaucoup de... Et puis, il y avait aussi... Alors, il y a les peurs de récupérer son pouvoir, ça c'est une chose, mais l'âme parfois, on ne lui redonne pas son pouvoir parce qu'elle a fait beaucoup de merde avec. Voilà, ça tu m'avais dit aussi. Il y a ça aussi, parce que je pense qu'il y a deux types de cheminement, si on veut un peu caricaturer. Il y a ceux qui doivent bien bosser pour retrouver une capacité, et puis il y a ceux où on leur donne la capacité, et on leur dit ok, maintenant comment tu gères? D'accord. C'est un peu un test, on leur donne un pouvoir, et on leur dit, ok, maintenant avec ce pouvoir, tu fais quoi? Et alors quand on parle de capacité énergétique, mais l'argent, c'est un pouvoir aussi. Et c'est pareil. Quelqu'un qui naît avec 100 millions d'euros sur son compte en banque, on lui dit, ok, tu fais quoi maintenant avec ça? Tu as un statut, tu as un pouvoir sur les autres d'une certaine manière, comment tu gères? Un statut, un PDG d'une multinationale, il a un pouvoir sur des dizaines de milliers de personnes, ou des centaines de milliers de personnes, voire plus. Comment tu gères? Comment tu les traites, ces gens-là? Et d'ailleurs,
je pense que la vraie nature d'un être humain, on la voit quand elle a un pouvoir sur l'autre, comment elle se comporte. Ouais. Oui, parce que normalement, ça peut être positif, hein, le pouvoir. Il y a des gens qui peuvent, exactement, l'argent n'a rien de négatif, c'est une énergie qui peut être utilisée pour bâtir des choses, pour aider des gens, pour tout ça, ou pour détruire et asservir. Tout à fait. Normalement, c'est neutre. Voilà. Exactement, tout à fait. Donc toi, tu as dû bosser aussi ça? Moi, j'ai beaucoup bossé parce qu'à priori, j'avais fait beaucoup de saloperies. D'accord. Donc on peut combiner les deux, quoi, les deux profils, c'est-à-dire reprendre son pouvoir et avoir abusé d'un pouvoir dans les vies antérieures, du coup. Tout à fait. On peut avoir eu des vies moi, j'avais des vies de sorciers pourris qui balançaient des saloperies à tout le monde. J'espère que c'est terminé. donc en fait, on m'a dit, il faut que ces mémoires soient refermées pour pas qu'elles interfèrent dans cette vie-là. Et puis j'avais beaucoup de verrous où j'avais abusé de mon pouvoir en séance, en thérapie, en trucs, tout ça. Et tout ça devait être mis au grand jour. Mis au grand jour et résolu, parce que voir n'est pas suffisant, et résolu pour que là-haut ils disent ok, c'est bon. Maintenant, on peut te redonner une capacité quelle qu'elle soit sans trop de risques. D'accord. Et comment t'es arrivé à... Enfin, j'imagine que tu as pas mal cheminé. Est-ce que tu t'es attaqué tout de suite à ce plan-là, des vies antérieures, ou est-ce qu'il y a eu d'autres choses avant? Moi, je suis allé direct dans l'énergétique. D'accord. Et j'ai rencontré une personne super compétente. Donc, j'y suis allé direct. J'ai envoyé tous les 15 jours pendant des années. T'étais motivé, quoi. C'était la mission de mon âme. Hein. C'était retrouver sa route. Et donc, moi, j'étais en mission. Et là, même si ça déborde un peu, moi j'ai envie de savoir comment toi tu te sentais guidé comme ça quand tu dis, tu sais, ça m'interpelle quand tu dis c'était mon âme, tout ça, et tu te sentais vraiment appelé, quoi. C'était un appel, dès que je l'ai vue cette personne, j'ai fait une séance avec elle, 15 jours après j'ai refait une autre séance et à ce moment-là j'ai booké 3 rendez-vous d'affilée et je suis allé, c'est elle qui m'a fait connaître le Brésil, le centre au Brésil. Voilà. J'y suis allé tous les 3 mois. D'accord. Donc, toujours pareil, si vous voulez plus de détails sur le centre dont il parle, c'est bien de regarder la première interview qui est très chouette. Voilà. Donc ce centre a vraiment transformé ma vie, c'est là-bas que j'ai eu ma capacité, c'est là-bas qu'elle l'a eu aussi. D'accord. Donc j'y suis allé vraiment, tous les 3 mois, j'y allais 3 semaines. Donc j'y suis allé en tout 1 an sur les 5 dernières années. Entre 2014 et 2019, j'y ai passé 1 an si on met tout bout à bout. Donc j'étais vraiment en mission. D'épuration intérieure, de reconnexion, c'était... Et t'accompagnais déjà quand même? Alors oui, j'accompagnais déjà avec une technique que j'enseigne, l'harmonisation émotionnelle. Parce que c'est qu'en 2016 que là où ils m'ont autorisé à rouvrir la capacité que j'ai aujourd'hui. Donc entre-temps, j'avais autre chose. Dis-nous juste un petit mot sur la capacité que tu as aujourd'hui. Donc là, alors j'ai bien aimé, hier tu as dit, je sais pas si c'est pareil, médium... Ouais, le terme vraiment... J'avais lu un bouquin sur les guérisseurs philippins. Et la personne décrivait, et j'allais dire, ah c'est moi ça, c'est médium de transpartiel. Ouais, ça m'a vachement parlé hier, j'avais jamais entendu, je trouve que ça te va bien. Il y a 3 types pour moi, il y a 3 types de thérapeutes énergétiques. Il y a les thérapeutes qui ont une sensibilité et qui voient quelque chose dans l'aura et qui vont régler le truc à leur manière. Donc ça, ils sont pas guidés, ils sont pas téléguidés, c'est leur conscient qui dit tiens je vais faire ça. Après il y a les médiums de transe partielle, donc il y a une forme de transe. Mais pourquoi partielle? Parce que je ne perds pas connaissance, on perd pas connaissance. C'est-à-dire le corps travaille de lui-même, mais l'esprit, lui, je peux mater un film, avoir une conversation avec quelqu'un qui n'a rien à voir et mon corps a travaillé tout seul. Donc c'est pas tiens j'ai eu l'intuition de faire ça, c'est vraiment la main y va. Et c'est autre chose qui prend possession du corps. Dès que je mets l'intention, ça s'arrête. Mais si je me relâche et tout ça, tac, ça part. Et puis il y a des médiums de transe complètes qui eux perdent totalement connaissance et ils sont habités par complètement autre chose. Et quand ils se réveillent, ils n'ont aucun souvenir de ce qu'ils ont fait, de quoi que ce soit. Non, mais c'est assez rare. Chamanisme, enfin, pas forcément. Pas forcément. C'est vraiment des guérisseurs. C'est des guérisseurs qui, voilà, c'est rare d'avoir ce niveau de. Là, on donne totalement, d'une certaine manière, sa personnalité, son pouvoir. L'ego se met totalement de côté pour donner la place à autre chose. Et est-ce que là, on peut dire qu'entre ces 3 façons de faire, il y en a une plus efficace ou pas forcément du tout? Non, je crois pas. Non, je voudrais pas de... Non, je pense que... Non, du tout. C'est 3 façons différentes de faire. D'accord.
Voilà, Donc du coup, toi, tu as bossé, tu as repris ton pouvoir, après, tu as bossé cet aspect-là avec la même personne, c'est-à-dire... beaucoup, ouais, beaucoup. On avait un lien d'âme aussi, Ok. évidemment, fort. Donc j'étais vraiment en mission, ouais. Et puis en plus de ça, ce que je me suis dit quand je l'ai vu, mon passé à la base, je suis rentré dans le soin il y a très longtemps par la PNL et l'hypnose, que je pratique plus du tout maintenant, mais c'était la porte d'entrée. Ouais. Et puis à l'époque, lors de mes lectures, tout ça, on disait beaucoup que notre vie n'est qu'une résonance de nous-mêmes. Donc j'avais bien la théorie de ça, j'avais bien compris. Et puis tout à coup, je rencontre une thérapeute, on travaille, et l'ironie, c'est que maintenant on travaille de façon très similaire avec cette thérapeute, comme on a une autre capacité au même endroit. Donc je rencontre cette thérapeute qui va dans mon aura et qui traite tout ce qui est karmique, transgénérationnel. On traite vraiment la globalité de l'être. Et là, je me suis dit, donc notre vie n'est qu'une résonance de nous-mêmes. Et là, j'ai une technique qui travaille sur la globalité de l'être. Donc là, je me suis dit, ce n'est qu'une question de temps et de persévérance pour que j'aie la vie de rêve. Parce que vu que ma vie n'est qu'une résonance de moi-même, maintenant que j'ai un outil qui va travailler en profondeur sur moi-même, et ben ma vie va se mettre à s'orchestrer, à mettre à changer. À être à ta place, en fait. Voilà, et puis à se modeler à l'image de mon intérieur qui, lui, va se mettre à changer, à s'apaiser. Donc j'y suis allé aussi à fond. D'accord. Moi, je veux juste que tu reviennes sur quelque chose que tu as dit la première fois, parce que j'aime beaucoup quand tu accompagnes et que tu dis ça. Après une séance, que ce soit avec toi ou avec un autre thérapeute, de regarder, tu sais, quand tu dis de vraiment regarder ce que la vie nous envoie. Donc moi, j'aime bien ce repère. Je fais très attention. Et je fais vraiment très attention à ne pas prendre le pouvoir sur mes clients. Et j'ai remarqué que ce n'est pas toujours le cas. Moi-même, dans mon parcours, j'ai vu d'autres thérapeutes et il y a des choses qui m'interpellaient. Et en fait, je ne dis jamais ou que très rarement aux gens s'il faut qu'ils reviennent me voir. Et ça, je sais que c'est un peu déroutant pour les gens. Parce qu'ils ont l'habitude d'aller chez un thérapeute et bon, il va falloir 5-6 séances. Et ils me demandent alors déjà, j'ai très peu d'informations sur ce qui se passe pendant la séance, mais en même temps, je leur dis, écoutez, c'est à vous de décider. Parce que, et la raison, elle est simple. Ils viennent me voir. Donc, s'ils sont devant moi, c'est que la vie a décidé que je pouvais les aider aujourd'hui à débloquer ce que je peux débloquer, ce que ma vibration peut faire et ce que leur vibration est prête à faire. À l'instant T. À l'instant T, aujourd'hui. Mais je ne peux pas savoir si le reste de leur cheminement doit se faire avec moi ou pas. Peut-être que je suis juste là ponctuellement pour qu'après ils aillent voir d'autres thérapeutes et là, elle sait que ok, merci, mais maintenant mon cheminement il est autre part. Donc ça prouve bien que ça bouge en plus, c'est ça? C'est-à-dire qu'il y a, enfin ou pas, hein, mais ça, voilà, tu laisses cette liberté-là, donc ça bouge pour eux. Et puis vu que c'est presque une nouvelle personne, parce que chaque jour est différent, ils t'appellent ou non pour un suivi s'ils ressentent le besoin en fait. Parce qu'en fait, si jamais moi je leur dis votre problématique elle est quand même importante, et parfois il y a des choses où je sais que il y a de fortes chances que ça ne se fasse pas en qu'une séance, mais qui je suis pour leur dire il faut que vous reveniez 5-6 fois, j'en sais rien, leur degré de résistance, comment ils sont prêts, parce que parfois il y a des choses qui vont être prêtes à être bougées que quand il y aura certaines prises de conscience qui auront été faites, quand il y aura des événements qui auront été vécus, quand il y aura des choses qui auront été bougées avant. Donc ça, moi je ne sais pas le rythme de la vie, à quel moment ça va se faire. Il y a des gens, ils sont prêts, j'ai des gens que je vois quasiment tous les 15 jours, 3 semaines. D'accord. Et eux, ils sentent l'appel et ils le font comme ça. Et j'ai des gens, ils m'appellent une fois tous les 6 mois, ou ils me voient qu'une fois. Je me souviens, j'avais fait un jour sur Facebook, il y a un peu plus d'1 an, j'avais fait un test sur ma page Facebook, j'avais dit voilà, les 10 personnes qui m'appellent, je vous fais 3 séances pour 150 € en tout. Donc normalement une séance c'est 80 €, là j'ai fait 50 € la séance, mais il faut en prendre 3 d'affilée. J'ai quasiment jamais eu aussi peu de résultats en 3 séances qu'avec ces gens-là. Ah ouais. Tu vois, les gens qui sont venus. Les gens qui sont venus. Ah ouais. Et je me suis dit, c'est marrant, c'est comme s'ils étaient, ils se disent, je vais faire 3, ils étaient presque forcés. Si ça se trouve, si j'avais pas fait cette promotion, ils seraient peut-être venus une fois, puis il y en a peut-être la moitié qui ne seraient pas revenus. Ouais, tout à donc fait. ça a été un peu forcé en fait. Et la structure, elle était peut-être pas prête à bouger aussi rapidement. D'accord. Donc ça m'a vraiment conforté dans le fait de vraiment laisser le pouvoir aux gens. Dans certains cas,
ça arrive que je dise, écoutez, ce serait vraiment bien qu'on se revoie, mais je dis jamais il faut qu'on se revoie. Ouais. Enfin, tu dis pas que c'est obligé. Non, je dis voilà, ce serait vraiment une bonne idée. Tu suggères que c'est chouette, Ouais. que ce serait bon pour la personne. Mais c'est vraiment important que la personne... Et puis, ça force la personne à se reconnecter à son être. Mais ils me disent, mais alors, comment je vais savoir? Ben, comment vous avez su que vous êtes de venir à la première séance? Vous avez vu ma vidéo, vous avez vu mon site, peu importe, et vous avez eu un appel. Vous avez eu, j'ai envie de le voir. Et bien, c'est exactement la même chose. J'ai envie de refaire une séance. Je sens que j'ai besoin de refaire une séance. Certaines personnes vont me dire aussi, comment je vais savoir que ça a bougé, que la séance, elle a... mais je leur dis, bah, écoutez, la vie n'est qu'un reflet de vous-même. Donc si vous voulez vraiment reprendre votre pouvoir, parce que bon, parfois je dis quelques trucs pendant la séance. Je dis, voilà, on a travaillé sur du karmique, il y avait de la magie noire, il y avait une entité, voilà, on a travaillé sur le transgénérationnel, mais des grandes lignes quand même. Des très grandes lignes, mais je raconte pas l'histoire. Mais je leur dis juste après, je leur dis, vous savez ce que je viens de vous dire là? Je peux me planter complètement. Je peux être complètement à côté de la plaque. Si ça se trouve, on n'a pas fait ça du tout. Parce que peut-être que voilà, j'ai une info fausse ou j'ai un truc. Et quand ça passe par ton filtre. Donc, exactement. Donc, ok, ça peut être intéressant, mais quand vous voyez un thérapeute, j'ai envie de dire, ce qu'il vous dit, c'est intéressant, mais techniquement, on s'en fout. C'est toujours teinté de sa personne. Il peut être complètement à côté de la plaque, complètement. Donc en fait, qu'est-ce qui valide la séance avec qui que ce soit? C'est déjà votre ressenti intérieur pendant la séance et juste après. Est-ce que vous sentez que quelque chose a bougé, qu'il s'est passé quelque chose? Et ensuite, l'observation dans votre vie des symptômes avec lesquels vous êtes venu. Si vous êtes venu avec un mal-être, avec un relationnel difficile avec quelqu'un, peu importe. Observez ces mêmes symptômes et regardez si, au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines, il y a eu un changement, partiellement ou totalement. Et puis après, parfois, il faut observer aussi de façon globale, parce que ce qui est intéressant pendant certaines séances, c'est que on vient avec une demande, et puis on se rend compte qu'en fait, il y a un peu de ça qui a bougé, mais il y a aussi d'autres choses qui ont bougé qu'on n'avait pas demandé, mais qui étaient prêtes. Donc, il faut vraiment apprendre à observer sa vie globalement. Et pour revenir sur le pouvoir, ça permet vraiment de reprendre son pouvoir. Parce que là, personne ne peut nous la faire à l'envers, en fait. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et me disent, un thérapeute m'a dit que j'avais tel problème, c'est réglé, il m'a dit que ça c'était réglé, il m'a dit que ça c'était réglé. Puis moi, quand je teste, je dis, votre vie, les symptômes, ils sont toujours là. C'est pas réglé. Oui, puis les événements. Et puis les événements, ils n'ont pas changé. Puis c'est pas réglé, peu importe ce qu'il vous a dit. Donc toi, en fait, moi j'aime bien faire le fil conducteur avec cette idée de réveil du guérisseur intérieur. Moi, j'aime bien cette notion-là. Et donc je rattache ça au nouveau monde, ou en tout cas au nouveau paradigme. Est-ce que toi, tu as vu une différence avec ton accompagnement? J'aime bien un petit peu parler de l'ère du Verseau. Bon voilà, je sais que tu exerces depuis longtemps, donc on peut dire que tu étais dans l'ère du Poisson avant, mais à quelques années près. Mais est-ce que tu as vu une fluctuation par rapport à ce que toi tu mets comme définition du nouveau monde, tu vois? Est-ce qu'il y a plus en toi cette volonté de réveiller le guérisseur chez l'autre? Parce que tu es très animé par ça finalement. Alors c'est vrai que en général, les clients qu'on attire à nous sont toujours en résonance avec nous-mêmes. Moi je suis bluffé quand je me dis, quand pendant une semaine je me dis, oh là là, j'ai 4-5 kilos de trop, il faudrait que je perde un peu de poids, ça. J'ai 3 personnes. Arrêter les glaces. J'ai 3 personnes qui arrivent et qui me disent bonjour, mon problème, le poids. Et puis, et parce que j'ai réveillé vibratoirement la même problématique, donc hop, ça me montre où j'en suis. Donc ça, c'est évident que les personnes qui vivent, on attire toujours à nous les clients qu'on mérite, toujours. C'est vrai que ça m'arrive régulièrement d'avoir des gens qui m'appellent pour me dire qu'ils les demandaient ou pas. Ils me disent après votre séance, c'est marrant, j'ai commencé à avoir des flashs, à voir des entités, à avoir des capacités médiumniques, il y a des choses qui se réveillent. Vu que dans mon parcours, on m'a réveillé des capacités avec une personne qui travaille quasiment comme moi actuellement, je me dis peut-être par effet miroir, comme je l'ai vécu, c'est peut-être normal que j'accompagne des gens sur ce chemin-là aussi. Donc complètement. Maintenant, j'ai de tout. J'ai une majorité de femmes. Parce que
les femmes bougent plus facilement que les hommes. Ouais. C'est une réalité. Maintenant, quand les hommes bougent, ils bougent plus vite que les femmes. Ouais, attention. Mais c'est ce que tu disais, oui, dans la première interview. Mais en fait, on m'a expliqué, alors je ne sais pas si je l'avais dit pourquoi, j'ai eu l'explication. En fait, les hommes sont très dans le mental. Oui, ça tu l'as évoqué. Ouais, mais vas-y. Hein. Sur la première. Ouais. En fait, pour monter au cœur, on n'y va pas de la tête au cœur. On y va d'abord de la tête au ventre, deuxième cerveau du cœur, du corps, ouais. Et après du ventre au cœur. Donc là pour les hommes. Hein. Alors en général, le parcours il se fait tête, ventre, cœur. Okay. Les hommes, eux, ils sont dans la tête à fond. Les femmes, de par déjà leur physiologie, elles sont beaucoup plus dans le ventre. Il se passe beaucoup plus de choses qu'un homme dans le ventre, et elles sont beaucoup plus connectées à leur ventre. Donc pour elles, pour monter au cœur, il n'y a qu'une étape. D'accord. Alors que l'homme, lui, il doit d'abord descendre dans son ventre. Donc ça fait une étape supplémentaire. Mais quand l'homme a fait cette première étape de descendre dans le ventre, la montée au cœur se fait très rapidement. D'accord. Voilà. En général, encore une fois, on généralise. Oui, il y a des grandes lignes. Moi, j'avais entendu beaucoup parce que je m'étais questionnée quand j'accompagnais que des femmes, pratiquement, qu'il y a cette notion de la femme était de tout temps l'intercesseur entre le ciel et la terre. Voilà. Et que, en fait, l'homme souvent bénéficiait de du travail qu'elle faisait sur elle. Mais bon, ça a beaucoup bougé, là. Je trouve qu'il y a plus d'hommes qui viennent. Tout à fait. Hein, depuis 3 ans, moi, j'ai observé ça, donc c'est chouette aussi. Voilà. Et est-ce on reviendra peut-être après là-dessus, mais est-ce que tu peux donner des exemples très pratico-pratiques de comment on prend le pouvoir sur l'autre aussi, mais même comme ça, tu sais, quand on est thérapeute, on est un petit peu thérapeute en dehors du cabinet. Ouais. Voilà, moi la première parfois. Et voilà, comment, dans un côté très concret, comment on prend un peu le pouvoir sur l'autre? Est-ce qu'il y a, tu sais, la notion du sauveur derrière? Qu'est-ce que tu en fais, toi, de tout ça? Déjà, quand on est thérapeute, ce qui nourrit une motivation d'être thérapeute, en général, c'est branché sur un sauveur. Ouais. C'est bien, c'est nécessaire souvent pour commencer, parce que quand on commence à être thérapeute, il faut beaucoup de courage, il faut beaucoup de motivation. Un jour, quand on est dans son salon et on se dit, on a fait ses formations, ces trucs, très bien, on a tous les diplômes du monde, mais on n'a pas de clients. Pour se bouger, pour faire son site, son truc, son machin, il faut une vraie motivation. Et c'est là où le branchement sur le sauveur est utile. D'accord. Mais à un moment donné, après, il faut que ça lâche. Parce que sinon, ça va commencer à handicaper les résultats. Et donc, voilà, il faut... mais c'est comme tout, c'est comme le besoin d'être valorisé, le besoin d'être aimé. C'est des branchements, ce sont des feux intérieurs qui sont utiles au début pour créer une motivation. Et à un moment donné, il faut les lâcher. J'aime bien l'idée d'une fusée. Pour qu'une fusée quitte l'attraction terrestre, elle a besoin de gros moteurs plein d'essence. Et puis dès qu'elle est suffisamment montée, ces moteurs, elle les lâche. Ouais. Elle n'en a plus besoin. Donc on relie ça souvent, le sauveur ou le besoin de valorisation, besoin d'être aimé, à une enfance quand même un peu compliquée. De toute façon, tout se branche sur les parents, sur ce qui s'est passé pendant les parents, dans cette vie-là. Et on trouve que tout ce qui s'est passé, pourquoi on a choisi ses parents qui vont nous faire vivre ça, parce qu'il y a eu des branchements au niveau karmique et transgénérationnel, surtout karmique. On a déjà eu ses parents, on a déjà vécu les mêmes trucs avec eux. Et puis souvent, on a des dossiers d'incarnation importants avec l'abandon, le rejet, tout ça, qu'on a déjà vécu dans plein de vies passées. Et si on doit les revivre, on va choisir des parents qui sont parfaits pour nous y reconfronter. Donc c'est pour ça que perso, dans mes séances, j'ai trouvé que pour aller débrancher une problématique, on commence toujours par le karmique. Parce que c'est le premier truc, le truc le plus lointain, et on revient comme ça, au fur et à mesure. Mais ça peut prendre, certains gros dossiers d'incarnation peuvent prendre du temps. Et quel conseil tu donnerais à quelqu'un justement qui a un ami, thérapeute ou pas, parce qu'on on n'est pas tous comme ça, puis on n'est pas obligé d'être thérapeute pour faire ça, qui veut prendre le pouvoir en fait sur l'autre, quel garde-fou, quel conseil tu donnerais pour qu'on repère, que monsieur et madame tout le monde repère, tiens, là, cette personne, elle prend le pouvoir sur moi, ou elle essaye un peu. Attention, quand on dit ça, c'est un mot qui fait un petit peu peur, mais à la fois, on le fait tous un peu, de temps en temps, le moralisateur, la donneuse de conseils. Mais après, donner un conseil, c'est pas une prise de pouvoir, ça dépend comment c'est fait en fait. D'accord. Alors, comment on peut le faire pour que ce soit pas... Alors, donne l'exemple de vraiment, si tu peux, quand c'est mal fait, quand on prend le pouvoir un peu, c'est... On est autoritaire, c'est comme un dictateur. Okay. On impose le truc.
Ok. Écoute, franchement, fais ça maintenant. D'accord. Parce que j'ai le choix. Un jour il n'y a pas très longtemps, j'ai une personne qui vient me voir, elle avait oublié son chéquier et tout ça. Et elle me dit, bon, bah, désolé, j'ai oublié mon chéquier, et, bah, je vais vous faire un virement. Et je lui dis, j'ai le choix. Et elle avait justement une problématique de pouvoir. Elle dit, voyez, là, vous m'avez pas laissé le choix. Vous auriez pu me dire, excusez-moi, j'ai oublié mon chéquier, comment vous voulez qu'on fasse? Est-ce que je pourrais vous faire un virement si vous voulez, ou sinon? Et là, tout à coup, ça change tout. Ouais, ça passe beaucoup par le dialogue finalement. Ben, c'est ça. Par c'est des propositions. Ouais. On propose et on laisse l'autre le choix. D'accord. Et du coup, dans la version donc toujours de cette personne qui est monsieur, madame, tout le monde, à qui on pourrait donner du coup un conseil, alors parce qu'il est souvent dit que si on ne nous demande rien, il ne faut rien dire. Comment on peut quand même, comment tu vois ça toi, hein, parce qu'il n'y a pas non plus une règle immuable, mais... Ben, si c'est une personne qui demande un conseil, tout à coup il y a l'autorisation. Ok. Donc là, à ce niveau-là, c'est ok. Maintenant, si on sent vraiment, après, c'est du cas par cas, si on sent vraiment qu'on voit quelque chose en face de nous et que la personne est dans... il faut vraiment sentir le truc. En général, s'il n'y a pas de demande, on dit rien. Si on sent la personne dans une démarche et que on peut toujours proposer, bon, écoute, ça vaut ce que ça vaut, toujours mettre des pincettes, parce qu'on peut se tromper sur les conseils qu'on donne et tout ça, mais bon, si tu veux, je peux te donner ma façon de voir les choses. Ouais, stipuler que c'est ta façon de voir les choses, c'est ton expérience, et que tu ressens ça ou que tu vois ça. Exactement. Ça, c'est important. Ouais. Alors, quelque chose qui est... Maintenant, on va... affiner. On va affiner un petit peu. Sur la prise de pouvoir, en fait, quand on a une problématique à régler dans sa vie, donc avec une étiquette générale, le pouvoir, ça peut s'exprimer de multiples façons dans l'orchestration de la vie. L'orchestration, elle, va juste exprimer une énergie qui aura la même étiquette. Et c'est ça qui est un petit peu déroutant, c'est parfois on a du mal à le voir, parce que ça peut vraiment s'exprimer de plein de façons différentes. Et ça peut aussi s'exprimer dans l'invisible. D'accord. Ah ouais. Je vais prendre un exemple. Des personnes qui ont des problèmes avec des entités. Des personnes qui ont des problèmes de possession, par exemple. Alors, dans le mot possession, ça fait peur à plein de monde, parce que Hollywood est passé par là. Les possessions à la Hollywood, ça existe, mais c'est très rare. Ouais. Entité, resitue un peu, même si je sais que plein de gens... Une âme défunte qui n'est pas montée. D'accord. Et qui est toujours sur ce plan-là, qui est toujours... c'est fortement une âme, quand même. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'une entité, c'est une énergie... Il y a aussi je vais appeler ça des trucs du bas astral. Ouais, oui, j'aime bien moi. Voilà. Des trucs qui ne sont pas des âmes, des consciences humaines, mais qui sont des parasites ou des... Voilà, il y a un peu de tout. Donc les gens qui sont souvent en lien avec ça. Ben, les gens qui sont en lien, mais surtout qui sont pollués par ça. Beaucoup. Alors, il y a plusieurs types de pollution. Il peut y avoir une pollution où ça s'accroche à nous, puis parfois ça rentre dans notre canal et ça rentre à l'intérieur. Et là, en l'occurrence, si ça rentre, c'est vraiment un envahissement, une prise de pouvoir. D'accord. Donc, la notion d'envahissement et de pouvoir est à régler chez la personne. Parce qu'on ne peut pas vivre quelque chose qui n'est pas en résonance avec nous. Ah ouais. Ça, c'est vraiment important, ce que tu viens de dire. Hein. C'est impossible. C'est pour ça que ça, c'est une règle. Il n'y a jamais d'exception à ça. Si vous vivez quelque chose dans votre vie, c'est que ça fait une résonance avec votre histoire. Je trouve que c'est vraiment une phrase à retenir que je ressortirai de cette interview pour avoir, moi j'aime bien avoir ces repères de, voilà, c'est pas possible, ce que tu viens de dire, voilà, c'est pas possible, si c'est pas en résonance avec toi, je peux pas le vivre. Enfin, tu vois, c'est un... Parce que nous vivons dans un monde qui n'est que de la vibration. Ouais. Donc, notre histoire, ce qu'on a en nous, vibre à une certaine fréquence. Chaque étiquette qu'on a en nous a une fréquence particulière et va appeler cette fréquence. D'accord. Donc, il y a une personne, un milliardaire ne vivra jamais une expérience de SDF, de pauvreté. Ce n'est pas du tout dans son énergie, dans cette incarnation, il n'aura pas du tout à le vivre. D'accord. Alors, il faut faire attention parce que parfois, le blanc et le noir sont les deux faces de la même pièce. Oui. Donc,
j'ai envie de dire, j'aime bien prendre cet exemple parce qu'il est assez marquant. Une bonne sœur et une actrice porno peuvent être branchées sur la même problématique. Ouais. Et pourtant, dans l'orchestration, on se dit... Oui, c'est vrai que à la fois, ça... C'est diamétralement opposé. Et en fait, si ça se trouve, ils sont en train de régler la même chose. D'accord. Donc là, ce serait quoi? Par exemple, s'il y a un abus, s'il y a une problématique avec la sexualité, voilà. Il y a une personne qui vit un sevrage total et un rejet total du truc, et il y a une personne qui vit complètement l'inverse et une surconsommation. Voilà. Et c'est comme ça partout. On voit souvent des personnes qui ont eu un viol, soit elles deviennent complètement maniaques, soit elles deviennent l'inverse. Et ça s'exprime très souvent avec l'argent. Il y a des gens qui ont vécu quelque chose, ils deviennent ou pingres ou ultra dépensiers. Et tout ça, c'est souvent branché sur la même chose. La peur du divin. Une personne qui va devenir complètement athée, ou quelqu'un qui va rentrer dans les ordres, c'est branché sur la même peur. D'accord. Donc très souvent, les deux, voilà, dans l'orchestration, il faut faire très attention de pas se fier aux apparences. Donc là, quand il y a des milliardaires, ouais. Du coup, quelle problématique, entre guillemets, si tu vois, dont tu parlais tout à l'heure, une personne, il est branché sur... là, tout de suite, un milliardaire ou un SDF, il y en a un qui est dans l'abondance totale et il y en a un qui est dans... peut-être qu'ils sont en train de régler leur attachement au matériel. D'accord. Oui, il y en a un qui doit peut-être se rendre compte que le matériel, quand on n'en a pas du tout, ça a peut-être son importance. Et puis l'autre peut-être se rendre compte que le matériel, trop de matériel, asservi, enlève de la liberté. Parce que quand on a 14 maisons, quand on a des responsabilités dans tous les sens pour gérer sa fortune, son truc, si on veut se barrer du jour au lendemain, on ne peut pas. Parce qu'on a des employés, on a des trucs, des machins, et qu'il y a des responsabilités. Donc tout à coup, on se rend compte qu'on n'est peut-être pas aussi libre qu'on pense. Oui, tout à fait, ouais. Alors que l'autre qui est complètement libre, il est SDF, il se rend compte que peut-être que... Donc c'est souvent le même apprentissage sur le même thème. D'accord. Sur 2 ans différents. Ouais. D'accord. Ok, si on revient alors à la prise de pouvoir, l'exemple concret, on l'a vu. Ton expérience, donc on était parti beaucoup de ça, parce que moi j'aimais bien ce que tu disais par rapport à ta propre expérience, tu vois. Est-ce que tu as un conseil à donner si on oublie les vies antérieures? Bon, je sais que... Malheureusement, notre réalité est principalement une réorchestration de toutes les vies antérieures. Toi, tu es très attaché à ça. C'est vraiment du vécu. Toi, alors parce que bon, moi j'ai déjà échangé avec toi là-dessus, mais on est en interview sur vraiment ton expérience. C'est ok, tu as vu des gens, en fait, ils avaient travaillé tel truc, alors la psychothérapie pendant des années, tout ça, pour des événements de cette vie-là. Et finalement, toi, tu as vu beaucoup plus de changements dans ta propre histoire. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Voilà. Donc, tu conseillerais vraiment aux gens d'aller explorer. C'est vraiment la base. J'ai une personne, j'ai un exemple un peu flagrant. J'ai une personne, la semaine, c'était quand il y a 15 jours, j'ai un ami qui m'avait envoyé sa belle-mère, il y a 2 mois de ça. Et la belle-mère m'appelle et me dit, voilà, au boulot, je suis transparente. Personne ne me parle. C'est comme si je n'existais pas. Et elle me dit, je soupçonne quelqu'un du boulot de m'avoir fait de la magie noire. Ok. Moi, je fais la séance. Je trouve qu'a priori, il y avait de la magie noire sur elle, qu'il y avait un truc karmique avec cette personne à résoudre, et qu'il y avait des trucs karmiques aussi, d'isolation, de solitude, voilà, de plusieurs choses, mais je n'avais pas le détail, je n'ai pas le détail. Donc, je fais la séance. Je crois que j'ai fait une autre séance derrière, il me semble, mais voilà, on a fait que 2 séances. Et mon ami m'appelle il y a une grosse semaine, et me dit, au fait, ma belle-mère, c'est incroyable, elle m'a dit, je l'ai eu au téléphone hier, elle m'a dit que elle est invitée à toutes les soirées, tout le monde lui parle, tous les barbecues, mais c'est le jour et la nuit, et la personne qu'elle soupçonnait est venue la voir, s'est excusée, lui a dit, je suis désolé, je t'ai fait de la magie noire. Ah oui, carrément. Ah, mais carrément. Oui, c'est énorme quand même. Et voilà. Et on a enlevé 2-3 trucs. Et donc quand je dis que notre vie n'est qu'une résonance de nous-mêmes, en fonction des blocages qu'on a,
Là, c'était vraiment un exemple flagrant que son orchestration a complètement changé suite au petit déblocage qu'on a fait. Ouais. Ça peut être vraiment flagrant comme ça. D'accord. Et c'était principalement du travail karmique. Ouais. Donc j'ai plein d'exemples. Oui, et puis t'as une ferveur quand tu parles de ça. Mais je le vois, je le vis Oui, c'est ça. avec mes clients et moi je l'ai vécu dans ma vie. Et dans l'expérience, hein, ça ressort beaucoup. Moi, je trouve ton expérience, l'expérience des patients, les témoignages, voilà, moi c'est ça pour ça qu'on fait l'interview d'ailleurs. Hein. J'ai eu d'énormes changements dans ma vie au niveau, forcément comme je suis thérapeute énergéticien et que je travaille beaucoup avec le monde invisible, j'ai dû résoudre beaucoup de choses avec ce monde invisible. Donc j'ai été confronté à des magies noires importantes, à des attaques d'entités, des attaques nocturnes, des possessions, des trucs. Pourquoi? Parce qu'au niveau karmique, c'était pas résolu. D'accord. Donc, c'est le lot, je te coupe un peu, c'est le lot des thérapeutes quand même, ça? Je sais pas, c'était mon lot en tout cas. D'accord, c'est pas obligatoire. Non, je pense pas que ce soit obligatoire, c'était mon chemin d'épurer tout ça. Mais je voyais les changements. Au fur et à mesure, on me disait, voilà, tu as vécu des vies de prêtre exorciste, tu as vu tes parents possédés, tu as été possédé, tu as été dans tout ça karmique. Et quand on résolvait ça, ça changeait dans ma vie. Déjà, j'avais plus peur du tout de ces choses-là. Et en même temps, ça s'amenuisait, ça disparaissait. Donc, je voyais les changements. Et quand on n'a plus peur, du coup, c'est toujours cette histoire de loi de l'attraction, ou en tout cas, on n'attire plus. Il n'y a plus d'accroche. Je sais pas. Ou plus tu es dans l'amour? Alors, moi, je pense que les accroches étaient principalement les mémoires karmiques étaient en moi qui faisaient des accroches. C'était surtout ça. Il s'avère que, comme je résolvais ça, toutes les peurs qui étaient accrochées à ces mémoires karmiques aussi disparaissaient. Donc, je m'apaisais. Tu as dit un truc intéressant. C'est vrai que beaucoup de gens, on leur dit « Ah, vous êtes ennuyé par des entités. Mettez-vous dans l'amour. Donnez-leur de l'amour. » Mais le truc, c'est que c'est pas un truc qui se commande, ça. Comment on fait pour donner de l'amour? Oui, parce que l'amour, c'est pas évident à contacter déjà. Hein. Vas-y, aime l'entité. Vas-y, aime l'entité. Je fais comment? Enfin voilà, c'est. Comment elle s'appelle? Exactement. C'est un truc qui vient. Plus on ouvre le cœur, plus on est dans. Plus notre cœur est ouvert, plus on irradie naturellement. D'accord. Et c'est vrai que plus le cœur est ouvert, plus ce qu'on irradie, ses présences en ont peur ou ça se commande pas en fait. Pour moi, ça se commande pas. Moi après, vu mon expérience, moi effectivement, je te rejoins. C'est-à-dire que voilà, quand il y a du karma, c'est presque inévitable. Tu sens une espèce de truc que d'ailleurs moi je n'arrivais même pas à verbaliser. Tu vois là, donc toi tu le traduis bien. Et effectivement, l'amour là, ça nous fait une belle jambe. Mais a priori, quand on a réglé pas mal de trucs, comme tu dis, il y a cette irradiation, donc en fait ça ne te concerne plus. J'avais entendu un témoignage d'une personne sur YouTube et qui avait contacté lors de méditation. Il allait très profondément dans le bas astral et il disait qu'il voyait des bêtes vraiment dégueulasses, et des trucs horribles, gluants, j'ai vu quelqu'un comme ça. des trucs vraiment. Et tout à coup, il a eu le réflexe, il dit oh, la pauvre. Et il a eu comme une compassion pour ce qu'il voyait. Et il disait que le fait d'avoir connecté à cette compassion qui est venue comme ça a ouvert son cœur. C'est comme si une lumière s'est allumée et il a vu la bête s'éloigner. Comme si elle a commencé à avoir peur de cette lumière. Et plus il se mettait dans cette compassion, plus tout ce qu'il était, toute la noirceur autour de lui s'éloignait, ne pouvait plus le toucher, l'approcher. Tu vois ce que ça me fait quand tu dis ça? En fait, c'est comme si tout à l'heure on disait faut être dans l'amour, mais finalement on prend l'amour pour en faire une arme et ça marche pas. Mais là par contre, c'est branché quand même à l'amour, cette compassion. Mais je sens cette ouverture, tu vois. Mais bon, on sent l'expérience aussi. J'aime bien les exemples moi, que tu donnes. Donc voilà, en tout cas, c'est pas du vécu, mais c'était cette personne et ça a bien résonné. Et ça donne un exemple concret. D'accord. Mais ça se commande pas. Et après, donc, on va rester sur le pouvoir parce qu'après, sinon, j'avais posé d'autres questions. Est-ce que tu avais, je regarde un petit peu l'heure, on avait dit qu'on ferait 1 heure. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je n'ai pas trop regardé parce que quand on est en présentiel au niveau de la configuration, c'est pas évident. S'il y a des questions, est-ce que Brigitte est toujours là? Est-ce qu'il y a une petite question? Hélène, je vois que tu es là. Benoît, non, il n'y avait pas de questions. Est-ce que toi, tu avais envie de... On va peut-être attendre qu'il y ait des gens qui posent des questions. S'il y a des gens qui ont des problématiques de pouvoir, alors on peut revenir sur... Le pouvoir, aujourd'hui, notre société,
C'est se passe en déjà ce la moment. plupart des gens dans leur vie n'ont pas de pouvoir. Dans leur métier, il faut qu'ils supplient leur boss pour avoir quelques jours de vacances, pour avoir une promotion. Ils sont payés limite de quoi vivre, donc ça veut dire que financièrement, bah, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Donc tout ça, c'est des limitations de pouvoir. Donc déjà, on est dans une société où la plupart de Et puis l'humanité... c'est galvaudé, c'est aussi mal vu aussi quand on dit pouvoir. tu Oui. vois. Hein, je voulais dire en langue des oiseaux, c'est pour voir en fait. Hein, mais bon. C'est vrai que ça a une connotation de domination, d'ego, mais donc la plupart des gens n'ont pas de pouvoir. Pour être thérapeute, il faut obligatoirement aligner cette notion de pouvoir, parce que comme notre vie n'est qu'une résonance de nous-mêmes, si on ne s'autorise pas à reprendre son pouvoir, on ne va pas l'actualiser dans la matière. Et c'est vrai qu'avec ce qu'on vit en ce moment, clairement, plus on nous impose des choses, plus les gens sont dans une vie où ils ont... C'est très intéressant parce que, bon, un gouvernement impose quelque chose à sa population. Mais le truc, c'est qu'on n'est pas tous à la même enseigne. Il y a des gens, ils sont dans une configuration où ils ne vont presque pas avoir le choix, même si on a toujours le choix. Oui. Mais il y a une illusion de quasiment pas de choix. Ou alors il faut qu'ils démissionnent et puis ils ont l'emprunt sur la maison, ils ont les trucs, enfin voilà, ils sont dans une situation très difficile. Donc en fait, ils se sont mis dans une situation où tout à coup, on leur impose un truc, ils ont pas de pouvoir. Puis il y a des gens, malgré ça, ils sont dans une situation où ils le vivent à peine en fait. Ils ont une situation de vie où ça va quasiment pas les toucher. Et comme je dis, notre vie n'est qu'une résonance de nous-mêmes. Pourquoi une personne orchestre ça dans sa vie et l'autre orchestre quelque chose de complètement différent? C'est peut-être qu'il y a encore des choses à libérer. Ça veut dire que la notion de pouvoir n'est pas du tout la même chez ces deux individus. Forcément. Après, il faut voir l'éducation des parents. C'est bien de se brancher là-dessus et de dire, tiens, quelle a été l'éducation? Est-ce que les parents étaient autoritaires? Est-ce qu'ils me donnaient... voilà, quelle était la place du pouvoir dans mon enfance? De mon pouvoir et de ce qu'on me laissait faire ou pas faire. Et souvent, ça déborde évidemment sur l'âge adulte. Ok. Et donc là, quel conseil avec ce qui se passe tu pourrais donner bon, je sais que... Alors, c'est l'invité, là, toujours... Hein, moi, j'ai des questions. Cette notion, excuse-moi, de quelqu'un qui dit qu'il n'a pas le choix, hein, même si je comprends complètement. On a toujours le choix. Voilà. Seulement, les conséquences de choisir quelque chose vont être, chez certaines personnes, plus inconfortables que chez d'autres. Forcément. Mais il y a toujours le choix. Donc... Est-ce que là, on reviendrait à la foi ou à la confiance dans la vie? Ça fait des raccourcis. Oui, complètement. Maintenant, il faut voir l'appel intérieur et puis il faut voir le degré de peur. Parce qu'il y a ça aussi. Si on vit quelque chose et qu'il y a beaucoup de peur, de façon plus globale, cette situation, ça fait grosso modo presque 1 an et demi qu'on vit dans une époque qui a bien appuyé sur énormément de choses. Elle a été là pour mettre en lumière des restrictions, des peurs au niveau du boulot, de perdre son boulot, de tomber malade, en fonction des opinions qu'on a, de mourir, en fonction des opinions qu'on a, de ne pas être cru par les autres, de ne pas être entendu, d'être mis de côté, d'être pris pour un complotiste ou pour un illuminé ou pour peu importe. Puis on se rappelle que l'être humain, il a quand même besoin du clan, hein, de ne pas être rejeté. Donc exactement. Donc en fait, ça a appuyé vraiment sur énormément de peur intérieure et de conflits et de colère. Je reviens au postulat de base, notre vie n'est qu'une résonance de nous-mêmes. Ça veut dire que nos réactions aux choses, si on nous dit quelque chose, on vit quelque chose et que ça déclenche quelque chose en nous, c'est que cette chose a touché une blessure. Donc en fait, moi j'ai des clients qui ont vraiment très très mal vécu le côté, cette notion de restriction et surtout dans leur réalité, ils se disaient que le gouvernement est malveillant, ils ont pris conscience de beaucoup de choses qu'ils ne voyaient pas avant et ça les a vraiment chamboulés. On a fait quelques séances et ça a complètement aligné le truc. Ça veut dire que maintenant ils voient les mêmes choses mais ça ne les chamboule plus. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord ou pas d'accord, mais au moins ça ne les chamboule plus. Et l'opinion des autres ne les chamboule plus. Ils ont toujours l'opinion qu'ils ont, mais avec une distance. Ok, moi je pense ça, mais c'est comme s'il y a une sorte de paix intérieure et de sérénité qui s'installe.
après, le travail est plus ou moins important en fonction des gens et d'où ils viennent. Mais au moins, cette période a servi à ça, Ouais. à vraiment mettre en lumière beaucoup de choses. Et après, libre aux gens de décider de travailler sur ces mises en lumière Ouais. pour apaiser ou de subir le truc tant que c'est pas travaillé. Et toi, comment t'as, enfin pas vécu, mais est-ce que ça t'a quand même forcément chamboulé ou... Moi, ça a fait le même processus. Voilà, ça a appuyé. Ouais. Ça a appuyé sur, Donc toi aussi, sur des boutons. Mais j'ai fait ce que je fais depuis 7-8 ans. Voilà, t'étais C'est-à-dire préparé que quand même. dès que je vois que je me mets en colère parce qu'on ne me croit pas ou on ne voit pas ce que je dis, mais regarde, c'est évident, voilà. Je me dis, mais attends, pourquoi ça m'a autant déstabilisé? Ouais. Pourquoi Et ça active quelque chose? Exactement, j'ai été le travailler. D'accord. Je me souviens, j'avais, pas sur la période actuelle, mais un peu pareil, j'avais regardé la série Tchernobyl Ouais. sur OCS, donc c'est une série super bien faite sur ce qui s'est passé à Tchernobyl, et on se rend compte dans cette série, ils mettent en lumière toute la manipulation du gouvernement russe pour cacher les trucs, et en fait j'étais hyper énervé devant la série, je dis putain c'est scandaleux, c'est incroyable, puis je me suis dit mais attends, mais pourquoi ça te... Ouais, pourquoi ça active ça? Et j'ai été travailler ça, il s'avère que j'avais des vies passées en lien avec ça, avec des gouvernements qui abusent, avec en Russie, des trucs, des machins, et une fois que j'ai résolu ça, j'ai pu voir la suite de la série, et en fait j'aimais bien la série, mais Ouais. ça déclenchait plus rien. Et est-ce que toi, parce qu'on peut faire les deux, là, pareil, toi, tu vas dans les vies antérieures. Est-ce que toi, dans la vie là, tu as vu ce que ça avait activé chez toi, cette réaction face à cette série? Est-ce que là, il y avait des blessures plus, enfin, pas basiques? Mais en Non, tout cas, c'était pas énorme, c'était des trucs, voilà, des quelques vies passées où il y avait eu des mensonges Ouais. de supérieurs de gouvernement qui m'avaient tué, ou voilà. Mais pas d'accroche dans cette vie-là? Tu vois, avec un travail plus psycho, on va dire. Non, c'était pas. Ça restait un petit peu dans la mouvance actuelle. Voilà. Ouais. Moi, j'ai problématique d'être entendu, d'être cru. Donc forcément, je suis un peu l'incompris. D'accord. Un jour, quand Là, dans ton histoire. Dans mon histoire actuelle. De base, quoi, de ouais, voilà. transgénérationnelle, on peut dire là. Ouais, ou même karmique. Karmique aussi. Ouais. Une astrologue m'a dit, quand j'avais 20 ans, elle m'a dit, vous, monsieur, vous voyez les choses 5 ans avant tout le monde, et puis pendant 5 ans, personne ne vous croit. Et en fait, okay. et puis ça vous vénère, et puis dans 5 ans, on dit, ah bah oui, c'est vrai, tu avais raison. Ouais. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est gérer ces moments où être en paix avec le fait de ne pas être entendu. Et ça va beaucoup mieux, mais parfois, ça dérape encore. Ouais. C'est là qu'on voit, j'observe le chemin. Donc ça, c'est un de mes gros dossiers d'incarnation. Donc c'est une période très propice à ça. Parce que... Oui, il y a beaucoup de nettoyage. Moi, ça me fait penser que oui, j'avais cette problématique qui est un petit peu frileuse encore aujourd'hui. J'avais mon père qui m'écoutait pas, donc en fait, je bassinais les gens, mais même avant d'être thérapeute. Et du coup, parce que je pensais pas du tout que j'étais entendue, et finalement, c'est parce que tu en dis trop que les gens ne voulaient pas t'écouter. Alors qu'en fait, on le dit une fois, parfois ça suffisait, mais bon. Et puis la vie, elle est très bien faite parce qu'elle est là pour vous aider à régler vos problèmes. Ouais. Donc quand il y a un problème, si vous avez envie d'être valorisé, elle ne va surtout pas vous donner une preuve de valorisation. Parce que le but, c'est bien d'appuyer dessus pour que vous le voyez. Et c'est au moment où on n'a plus envie d'être valorisé que là, on reçoit toute la valorisation. Ouais. Donc c'est ça le truc. J'aime bien la phrase, c'est quand on est prêt à abandonner ce qu'on a de plus cher au monde, que tout nous est donné. Ouais, c'est vrai que tous les courants de pensée disent ça. Ouais. Voilà. Il faut régler le truc pour que ça nous soit donné. Mais bon, c'est pervers un petit peu ça, parce que après, on voudrait en fait ne plus l'attendre, mais on l'attend derrière. Enfin, moi je l'ai fait ça aussi. Ouais. Et comment, enfin bon, là on déborde, mais t'as réussi toi sur certaines thématiques à dépasser ça? Ouais. Voilà. Et c'est vraiment, en fait, ils pensent plus, c'est un lâcher. En fait. J'ai beaucoup, j'y suis. J'ai vraiment une distance à 95%. Je regarde bien la vie et j'observe. Bon, parce que moi, ma seule validation, c'est ce qui se passe dans ma vie. Ouais. Et j'arrive à 95% à ce que même quand une personne ne veut pas le truc, j'arrive à discuter avec elle sans qu'il y ait d'émotionnel. Ouais. À 95%. Ouais. Ça, voilà, il y a encore peut-être une ou deux brides où je sens que, voilà, mais c'est quand même... mais j'ai mis du temps. Ouais. C'était bien accroché. Oh, t'as commencé tôt quand même, je vois, l'astrologue à 20 ans. Ouais, Alors,
Brigitte, merci. Tu parles de parents autoritaires, n'est pas parfois... Alors, est-ce que c'est pas indispensable parfois? Oui, alors c'est une question de... De dosage. C'est une question de dosage. C'est évident que pour l'éducation, je pense que... après, c'est mon avis perso et j'ai pas d'enfant, donc ça vaut... T'en as eu dans des vies passées? Oui, mais ça a très peu de valeur ce que je vais dire, parce que je pense que le vécu, tant qu'on n'a pas vécu ça, mais je pense qu'on peut voir que la jeunesse actuelle n'est plus la même que quand on a 40 ans, 45 ans, ouais. Et qu'il y a une grosse différence dans le type d'éducation, et ça a un impact important, et je pense que le côté peut-être un petit peu plus de limites, pas d'autorité, mais poser des limites, les enfants ont besoin de limites. Ouais, une autorité naturelle peut-être. Voilà, une autorité qui est bienveillante, qui est juste. Ouais. Et le problème, c'est quand ça ne devient pas juste et quand ça déborde. Et l'enfant, il le sent quand c'est juste. Ouais. Faire confiance du coup. Parce que l'enfant, lui, va dépasser la limite exprès. Son rôle, c'est de dépasser les limites, en fait, d'aller tester. Donc quand il sent que la sanction est juste parce qu'il a testé le truc, ah ok, je me suis pris le truc dans la tête, mais en fait, c'est ce que je demandais pour voir, là, c'est ok. Ouais. Par contre, quand il sent qu'il s'est pris un coup de latte alors qu'il n'avait pas fait grand-chose et qu'il avait dépassé aucune limite, c'est là où ça va rester un peu plus en travers de la gorge. Ouais. Donc revenir au basique, en fait, finalement, c'est quoi le rôle d'un enfant ou d'un adolescent, et ça, la transmission, on l'a de moins en moins en plus. Avec les règles actuelles où l'enfant est roi et on peut peut rien faire nulle part. J'avais écouté sur une radio des pédiatres et des psychologues, et ils disaient le gros problème actuellement, c'est que quand ces enfants grandissent, ils rentrent dans la vie normale, et là la vie elle leur fait pas de cadeaux. Ouais. Et il y a énormément de dépression, de suicides, parce que tout à coup ils s'attendaient à être les enfants rois comme ils ont été. J'ai entendu la même chose. Et là, à 30 ans, 35 ans, ils se font virer de partout, et là c'est très très dur à gérer. Je l'avais entendu sur Arte, ça m'avait marqué parce que moi je travaillais à un moment donné dans les cités. Alors je dis pas que c'est dans les cités il y a tout le monde. Moi j'ai habité aussi en cité. Il y avait ça, et que ça m'avait touchée parce que je me disais mince, en fait, effectivement ils arrivent dans un boulot ici et ça, ils comprennent pas pratiquement ce qui arrive, quoi. Et c'était des sociologues qui parlaient de ça. Que tout ne leur est pas acquis, en fait. Tout à fait, ouais. Et que du coup ça leur provoquait une colère qui était juste, ou des dépressions, qui était juste ingérable en fait. Alors Hélène, est-ce que nos émotions ne sont pas aussi motrices dans beaucoup, alors oui, parce que ça vient de ex motare qui veut dire mise en mouvement, les émotions, donc dans beaucoup de nos conversations ou nos choix? Est-ce du coup seulement du détachement? Mais alors, bon, là c'est une grosse question Hélène, je sais que tu aimes bien, alors afficher plus, non je vais peut-être faire une bêtise. Alors, je pense pas que c'est l'émotion qui est le moteur. D'accord. Je pense que c'est le déséquilibre qui a été causé pendant l'enfance. Si on a un besoin d'être valorisé, il y a un déséquilibre à ce niveau-là. Donc en fait, notre être, lui, il va chercher à combler ce déséquilibre. D'accord. Donc à chercher de la valorisation partout. Il n'a pas besoin d'être dans l'émotion de la colère ou le truc pour ça. En fait, s'il a envie d'être valorisé par papa et maman, sur tout le monde, il va caler papa-maman. Et il va être en quête de combler ce manque-là. Donc il n'y a pas besoin d'être dans l'émotion pour ça, pour avoir le moteur de faire ça. Ouais. Moi, ce qui me vient, c'est que c'est vraiment la profondeur de la blessure qui finalement donne le dosage de l'émotion distorsionnée pratiquement. En fait, l'émotion, elle vient quand on ne reçoit pas, quand le trou qu'on a à l'intérieur n'est pas comblé. Ouais. Ou alors quand il a été comblé par l'extérieur, et que tout à coup, comme l'extérieur, ça ne reste jamais, tout à coup, il n'est plus... Quand on est en couple, qu'on a une grosse dépendance affective, et puis qu'on a quelqu'un, et puis au bout de 3 mois, la personne part, pendant 3 mois, elle avait comblé ce manque, et puis tout à coup, elle enlève le truc. Et là, c'est la chute. Et d'ailleurs, très souvent, les gens qui ont des hauts et des bas, le bas est proportionnel au haut. Parce que le haut, l'euphorie vient, qui a une grosse souffrance qui a été comblée. Alors là, c'est un truc génial, c'est un truc de fou. Mais dès que le truc qui a comblé cette souffrance s'en va... C'est Edgar Tolle qui en parle bien sur ce... Carrément, il fait le parallèle avec les gens qui sont drogués, quoi. Oui. Sur la blessure d'abandon. Et c'est pour ça que les gens qui résolvent beaucoup de problématiques intérieures commencent à être dans un état de paix et de joie permanente. Sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit pour ça. Parce qu'en fait, la vraie nature de notre être, c'est la joie. Et quand on enlève les souffrances, on met en lumière de plus en plus, c'est comme si
notre être était sous plein de couvertures, donc on ne peut plus le sentir. Et quand on commence à enlever les couvertures, il commence à pouvoir irradier de plus en plus, et on commence à le sentir de plus en plus en permanence. Donc en fait, on n'aura pas de joie incroyable, mais on n'aura pas de bas. Par contre, on n'aura pas d'euphorie énorme, mais on aura une joie permanente. Oui, quelque chose de plus aligné en fait. Quelque chose d'aligné, quoi qu'il arrive. Je regarde en même temps. Farah, bonjour. Mais peut-être seront-elles moins. Alors, je vais essayer d'appuyer. Je suis désolée, mais vous savez que la technique... Ah oui. Alors, pour pouvoir répondre à Hélène Alors, est-ce que du coup seulement du détachement? Ah, Hélène, merci, elle dit que c'était clair. On va quand même essayer. Peut-être seront-elles moins spontanées et ou intègres. Bon, ça a quand même répondu parce que là, il y a 3 questions en une, donc elle a dit quand même merci. J'avoue que Brigitte, c'est fait. Farah, tu as une petite question? Bonjour Alain. Ok, merci beaucoup. Non, moi c'est bon. Si vous avez encore une petite question, parce qu'on va bientôt finir, on avait peur de ne pas faire 1 heure, mais bon, moi je savais bien. Hein, il m'avait dit, je sais pas, mais je savais bien. Ah, peut-on travailler soi-même sur une réaction d'agacement, colère, incompréhension ou autre ressenti? On peut toujours travailler soi-même. Je pense que le travail sur soi, c'est 50% développement personnel et spirituel, parce que le développement de la personne, c'est l'ego, et c'est pas, faut aussi faire du développement spirituel, c'est pas tout à fait la même chose, et 50% méditation. D'accord. Et là, la méditation, on travaille sur soi soi-même. La première chose qu'on doit faire, parce que sans ça, rien ne peut se faire, c'est mettre en lumière qu'on a un problème, se rendre compte qu'on a un problème. Par la compréhension au début, quoi. Par la prise de conscience. Ouais. Ah ouais, je suis comme ça. Ah, je le voyais pas, en fait. Voilà. Et là, dès qu'on soi-même, on prend vraiment conscience qu'il y a un truc qui ne va pas, ça ouvre la porte à une résolution. D'accord. Mais je pense que ça ne suffit pas. Comprendre, j'ai vu des gens qui avaient tout compris à propos d'eux, qui avaient la carte de tous leurs trucs, mais ils étaient encore dans les problèmes. Ouais. Ça ouvre la porte, mais ça ne résout pas. Après, pour résoudre, on peut le faire d'une certaine manière soi-même. Je pense que la méditation est extrêmement importante. Extrêmement, ça doit être un truc quotidien, où il se passe beaucoup de choses quand c'est fait quotidiennement. Et il y a des énergies qui descendent, il y a des libérations qui se font. Maintenant, pour certaines problématiques, ça nécessite une vibration supérieure à la nôtre, une vibration autre que la nôtre. Parce que, en fait, on peut le voir comme ça. Nos problèmes, on va dire une mémoire où il y a beaucoup de colère, forcément, ça va être une vibration basse. Schématiquement, on va dire que cette vibration, elle est à moins 10. Ça veut dire qu'une personne doit pouvoir monter à plus 10 pour pouvoir aller la chercher. Ouais. C'est ce que j'ai entendu une personne utiliser cette expression et j'aime beaucoup. C'est le principe d'inversion. Ça veut dire que plus quelque chose est bas, à moins 10, plus la personne doit monter également haut pour pouvoir y descendre. Mais en nous, on a des problématiques qui ont des densités et des vibrations plus ou moins basses. Donc peut-être que la méditation pourra libérer certaines choses, certaines prises de conscience, peut-être éventuellement, mais certaines choses vraiment très ancrées et très basses, il faudra une vibration extérieure beaucoup plus élevée pour pouvoir aller la chercher. Donc là, tu parles d'un thérapeute? Et là, je parle d'un thérapeute, parfois de lieux. Des lieux qui vibrent à des fréquences très très hautes, peuvent décrocher des choses et faire qu'il se passe des choses, clairement. Mais en général, en effet, ce sont des thérapeutes. D'accord. Alors, on va juste revenir, je regarde en même temps. Là, quand tu dis des lieux, qu'est-ce que... Bon, ça a quand même une thématique sur le pouvoir, parce que bon, moi j'ai entendu dernièrement, mais on entend de tout, hein, moi j'ai pas la vérité non plus. Il y aurait des lieux qui étaient remplis de bonnes énergies, on a pris le pouvoir dessus, enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Est-ce qu'il y a encore des lieux où ça vibre? Ah oui, il y a des lieux qui ont des vibrations incroyables, dans des ashrams en Inde. Ouais. Dans des lieux, voilà, il y a plein de pays, ne serait-ce qu'en France, dans des forêts. Mais parce que dernièrement, les gens disent que ça a été repris par. Alors, qu'est-ce que t'en fais, toi? On ne peut pas vivre quelque chose qui n'est pas en résonance avec nous-mêmes. Ah, voilà. Tu vois, c'est bien encore que tu ramènes. Donc, ça veut dire que si on est attiré par un lieu et que c'est un lieu pourri,
qui nous plombe, il faut se poser la question pourquoi. Est-ce que j'ai un lien karmique avec ce lieu? Est-ce que j'ai une histoire karmique avec la prise de pouvoir d'une énergie? Peu importe. D'accord. Quand on attire un thérapeute qui a essayé de prendre le pouvoir sur nous, qui nous a plombé plus que nous a aidé, tout ça, il faut se poser la question pourquoi je l'ai attiré? Quel lien karmique j'ai avec lui? Et puis, est-ce qu'il n'y a pas une partie de moi qui se sabote pour aller voir quelqu'un qui me rend plus mal que ce que je ne suis? Enfin, il y a plein de questions à se poser sur pourquoi j'ai attiré ça. Donc, faut se faire confiance aussi. Faut pas être en panique à chaque fois, mon Dieu, est-ce qu'il va se passer ça, est-ce qu'il va se passer ça? Faut suivre son appel intérieur. Et puis, quand il se passe quelque chose, tout est résolvable. Se poser la question, ok, pourquoi j'ai attiré ça? Et aller le résoudre pour que ça se produise plus. Revenir presque à cet adage que tu as de, voilà, qu'est-ce que me montre la vie et pourquoi ça a un écho avec moi. Toujours. Et là, tu as dit quelque chose de super intéressant, enfin, tout le long, certes, mais j'aime bien sabotage, parce que là, clairement, on est dans cette vie-là. Comment on fait justement, ça déborde du sujet, mais c'est pas grave, comment on fait quand on est dans l'auto-sabotage et que on aimerait bien se transformer, mais qu'en fait, l'injonction presque qu'on a, c'est qu'on peut pas se transformer, tu vois ce que je veux dire? Déjà s'en rendre compte. Ouais. Toujours. Comment là après, souvent, les gens qui sont dans l'auto-sabotage, ils ont tendance à faire du surplace. D'accord. Ce sont des gens qui, ça bouge pas. Ils ne voient pas de résultat. Ils ne voient pas de résultat. Donc là, se poser la question, pourquoi ça bouge pas? Et puis demander à la vie, vraiment. Ça, c'est un truc à travers la méditation, à travers la prière. Demander de l'aide. D'accord. Mais vraiment avec le cœur. Une intention ou vraiment demander? Vraiment demander, c'est dire, voilà, je suis bloqué, aidez-moi. D'accord. Mes guides, le divin, peu importe comment on l'appelle, la source, l'univers, Dieu, on s'en fout, c'est la même chose, c'est différent nom pour la même chose. Demander. Et demander, certaines personnes n'osent pas vraiment demander, ils se disent, bon, ils vont dire une prière, puis ils vont dire des mots. Non, se mettre en colère et dire, putain Dieu, tu me fais chier, je suis bloqué, qu'est-ce que tu m'emmerdes, qu'est-ce que tu m'as donné une vie de merde, et cette prière sera probablement plus entendue parce qu'elle vient vraiment du cœur que quelque chose qui va être dit bon s'il te plaît, alors que la personne a envie de gueuler, mais elle va se dire non mais bon non. Ça résonne avec une amie à toi que tu m'as présentée, que j'ai interviewée, qui a fait ça et ça a vachement marché pour elle. Corinne. Oui, voilà. Elle le dira dans l'interview. Plus on le donne avec le cœur, peu importe la forme, on s'en fout. Ce qui est entendu, c'est ce qui part du cœur. Demandez, aidez-moi. Même si c'est de la détresse du coup. Mais souvent, ça part de détresse. Aidez-moi, mais comment je fais? Enfin, je veux vraiment, montrez-moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois comprendre? Qu'est-ce que je dois changer? Mettez-moi le truc en pleine face si besoin est, de façon à ce que je ne puisse pas le rater. Avec douceur un peu? Si pour que je comprenne, il faut que je me prenne le mur dans la tête, ok, mais au moins ça va me faire bouger. Et là, je vous garantis que vous allez avoir des signes et vous allez avoir des... Et donc là, avec cette technique, c'est pas une technique, mais ce que tu racontes là, c'est reprendre son pouvoir du coup, parce que là, on est en méditation, on demande alors à la source, mais même pas besoin de méditer. Donc là, dans son salon, dire voilà, s'adresser à qui? À une force divine, à un truc, et dire allez, putain, j'en ai marre, aidez-moi. Et si c'est vraiment donné avec le cœur, ça va être entendu. Et ça peut être surprenant. D'accord. Ça peut aller vite l'entente. La solution est là, regardez. Une copine qui m'appelle et qui dit ah, j'ai vu un thérapeute, un truc comme ça. Ou un article, ou un truc qu'on voit sur YouTube. Et puis tout à coup, on peut avoir la réponse hyper vite. Il faut vraiment l'expérimenter, je pense. Toujours pareil, ne nous croyez pas, mais expérimenter. Mais oui. Alors, mais tu veux aller où? Je regarde, on va bientôt terminer. S'il y a des questions... Non, Mélina. Putain, bordel de merde. Mais oui. Aidez-moi, Mélina. Putain, bordel de merde, aidez-moi. Bah oui, il faut demander ça. Si tu as une question à poser à Régis, tu peux y aller, Mélina, aussi. Même s'il n'est pas invisible. Ok, bon, super. Est-ce que tu as envie de dire autre chose, toi? Dans un quart d'heure, je dis ah putain, j'aurais dû dire ça. Oui, c'est pas grave, de toute façon, on se reverra. Attends, mais de toute façon... La méditation est vraiment importante. Alors tiens, comment tu médites toi? Moi, comment je médite? Je me mets dans le cœur. Voilà, c'est-à-dire que je mets toute mon attention sur le cœur et je laisse faire. S'il y a des pensées qui viennent, je ne les chasse pas. D'accord. Parce que chasser, c'est faire quelque chose. Donc, par contre, alors au début,
on a tendance à se faire emmener et à rentrer dans une analyse. Donc ça, c'est faire quelque chose, c'est pas bon. Donc dès que je me rends compte que tiens, j'ai pris un fil de pensée, je suis parti avec, je reviens, je me dis ok, je reviens dans le cœur et juste j'observe. Le plus longtemps, le mieux. D'accord. Oui, toi tu disais que faut quand même. Non, je sais plus ce qu'ils disaient. Moi je dis au moins une demi-heure oui, parce si. que parfois ça prend un peu de temps, le temps qu'on se calme, qu'on se mettre pose. dedans. Voilà. Le problème c'est que si on dit moi je fais une demi-heure, on va faire 20 minutes. Ouais. Voilà. Mais bon, après il faut avoir. Ça demande une certaine discipline, ça demande un certain appel intérieur. En général, quand on a vraiment mis cette discipline en route 3 semaines, un mois, on peut plus s'en passer. Ouais. Et puis il peut se passer des choses. Voilà. Après, ça on peut faire un besoin. Ça devient un besoin. On dit ah ben là 40 minutes, puis 1 heure, et puis là il se passe vraiment des choses. Vraiment, je préconise personnellement de se mettre dans le cœur et d'observer. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on commence à se faire absorber par le cœur. Alors parfois, il ne faut pas être rigide. Il ne faut pas se dire alors je me mets en tailleur, et puis je mets la bougie, et puis je mets le truc. Voilà, et puis il ne faut pas que je bouge. Et puis on s'en fout en fait. Pas que je pense. Voilà, à la limite, il faut lâcher tout ça. Si on le fait sur son canapé, et si on n'est pas totalement droit, on s'en fout si on est confortable. Et puis parfois, pendant ces méditations, on commence à expérimenter des gros lâcher-prise. On peut même avoir la tête complètement avec la baffe, presque le truc. Je filmerai si Régis fait une méditation. Mais ça m'arrive presque tous les jours. Et parfois, je me retrouve là tout à l'heure, j'ai fait une méditation, et puis je me suis retrouvé avec la tête comme ça. Et en fait, je voyais que mon corps, il se mettait comme ça tout seul. J'étais dans un lâcher-prise total. Et j'étais, alors j'avais un petit peu mal au cou, mais ça allait. J'étais bien, et en fait, je sentais des trucs qui descendaient, des trucs, et je laissais faire. Je disais ok. D'accord. C'est ok. Voilà. Donc là, c'est encore des clés pour reprendre son pouvoir. Moi, je trouve ça chouette. De toute façon, il y a plein de mouvements qui peuvent vous aider à ça. Le Earthfulness, qui est un mouvement gratuit et vraiment chouette, c'est la méditation du cœur. C'est la plus vieille méditation, mais le nom sanskrit, franchement, je ne le retiens pas. Donc ça, vous pouvez vous renseigner dans toutes les villes. Mais rien que ce que vous a expliqué Régis, je pense que c'est chouette. Donc, si on conclut, il n'y a plus de questions. Arrêter de donner son pouvoir à l'autre. Voilà. Reprendre son pouvoir. Explorer le transgénérationnel, le karmique, et puis le sabotage, l'auto-sabotage. Mettre en conscience ce qui peut nous entraver. Être honnête avec soi-même. Être le plus honnête avec soi-même. D'accord. Tout part de là. Mais il y a quand même des gens qui ont plus de mal à voir quand même. Hein. Et là, là vous appelez un thérapeute. Hein. Mais plus on voit, plus on met de la lumière à l'intérieur, plus on peut y aller profondément. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant avec ce qu'on vit actuellement, c'est que, encore une fois, par principe d'aversion, on ne peut pas, si on ne voit pas ces ombres à l'intérieur, on ne pourra pas voir les ombres qu'il y a à l'extérieur. Ouais. Donc en fait, on aura du mal à voir les ombres chez les autres et on aura du mal à voir les ombres de notre société. Ouais, donc la plupart des gens qui ne voient pas la noirceur de notre société sont souvent des gens qui ne voient pas leur propre noirceur. Oui, tout à fait. Mais c'est un petit peu le nettoyage qui s'opère, hein, mais c'est un autre sujet, c'est un petit peu ça, puisqu'on a tous de la noirceur, quelle qu'elle soit, elle peut être moins grave que d'autres. Mais Par contre, cette méditation que j'ai posée, ça va commencer à mettre de la lumière à l'intérieur, donc ça va faire remonter des choses. D'accord. Mais c'est bien, parce que pour régler les choses, il faut que ça remonte. Mais ça peut être inconfortable. Oui. Il peut y avoir une session de méditation, on se sent trop bien et en extase totale, et puis 3 jours, on est complètement plombé. C'est que les trucs sont remontés pour être évacués. Okay. Donc c'est un processus, voilà. Ne pas s'inquiéter, quoi. Mais si on veut bouger, on est obligé de passer par là. D'accord. Bon, ben super. Je regarde une dernière fois, parce que ça défile pas. Tu parles à l'univers, Dieu ou Saint-Esprit, respect. Ok, bah merci à tous. Et puis donc, si vous voulez découvrir plus Régis Grouard, il a sa chaîne YouTube qui s'appelle L'Arbre Intérieur. Régis Grouard. Régis Grouard, comme ça c'est facile. De toute façon, sur les posts Midred Vounet, Facebook, tout est écrit. Le site internet de Régis aussi. Et puis voilà, partagez, likez, aimez. Salut Tony, je te vois. Tony qui a fait un petit tour dans le sud. Voilà, un dernier mot de la fin. Un mot qui n'a rien à voir. Qui n'a rien à voir. Ouais, allez. Confiance. Ouais, bon, ça a tout à voir, c'est bien. Ouais, confiance, et puis voilà. Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Tout est déjà écrit, c'est déjà fait. Il ne faut jamais oublier que ce qu'on vit en ce moment, ça a été autorisé par le divin. Ça, j'aime bien ça, cette phrase de ça. C'est comme tout est divin, le divin est en toute chose, c'est forcément que ça a été autorisé. Donc, il y a une raison à ça, donc il faut avoir confiance. Et
et que finalement, en fin de compte, tout va bien se passer. Tu vois, Hélène, elle dit, je vais faire pareil qu'Hélène, elle a fait 3, et je Oh, dirais plus oui. rien. Je dirais pas Univers Mildred, tout ça, parce qu'en fait, il suffit d'aller lire. Oui, confiance, merci, oui, c'est vrai. Merci à vous tous d'avoir été là, parce que comme je dis souvent, vous êtes le moteur de tout ça. Merci Brigitte, qu'on voit lundi. Voilà, merci à tous, et puis merci Régis encore de Merci t'être Mildred prêté à de me ce donner jeu. l'opportunité. Ouais, mais je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Je m'avance un peu. Voilà, et puis je vous souhaite une super belle soirée. Faites vraiment confiance, et puis on va y arriver. Voilà. Ciao, ciao!